c'est vrai que maman... Donc vous ne vouliez pas vous associer à... C'est pas que je voulais pas. Ah non, quoi, c'est pas que je vous voulais étiez pas. réticente, quoi. Mais j'étais pas réticente non plus. Je savais que c'était inéluctable. D'autre part, on a quand même cherché, on n'a rien trouvé, il faut bien reconnaître. Quand on a cherché, maman, réellement... Il était trop tard. Il était déjà un peu tard. Il était un peu tard. Il fallait chercher quand ça commençait, à mon avis, plutôt en 95-96, on était encore en voie d'intéresser des groupes parce qu'on était en phase de développement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la mondialisation qui arrive. Voilà. Hein, Donc, moi je dis, répercute. il y a la mondialisation, et ça, maman, on est obligé d'en tenir compte. Tu avais raison, tu me le disais souvent, mais la finalité de tout ça. Je sais, mais malheureusement, c'est une finalité que l'on subit. Et on ne peut pas... Et moi, je me suis rendu compte que c'était vain, parce que qui sait si j'ai fait des déplacements chez Valeo, c'était vain de leur expliquer le problème. Alors, par moment, moi j'arrivais à des ruptures, qui étaient assez violentes, et où je prenais des risques. Vous arrêtiez les camions, paraît-il. On arrêtait les camions, on disait c'est tout, on arrête. On livre plus. On livre plus, avec des violences verbales quelquefois au téléphone qui étaient assez épouvantables. Parce que je me sentais quand même, faut le dire, un peu perdu quand même. Et vous ? Je crois que c'est toujours la question qu'on se pose, c'est se dire, si on avait fait ça, qu'est-ce qui aurait devenu ? Moi, je pense honnêtement qu'on avait quand même... on a beaucoup, François ne l'a pas assez dit, je pense qu'on a quand même beaucoup résisté au monosourcing. C'est-à-dire que le tournant, ça a été au moment où Ford a voulu nous imposer le monosourcing. C'est-à-dire que vous soyez ces fournisseurs uniques. Alors qu'on était avec un japonais et que ça nous allait bien, on dominait, on maîtrisait. Or, quand on est passé monosourcing Ford, uniquement Ford, on a été obligé d'investir d'une manière incroyable. Et d'autre part, on a été obligé de grossir au niveau du personnel d'une manière incroyable, avec la même structure, avec le même encadrement technique. Et c'est là, à partir de ce moment-là, je crois qu'on a perdu la maîtrise, effectivement, y compris la productivité. Puisqu'il fallait faire face au volume et les coûts, malheureusement, avaient plutôt tendance à monter. Monsieur Keval, vous avez été candidat à la reprise de Tomé Génaud, une première fois en 2004, et puis ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, en 2004, notre plan prévoyait une reprise, une véritable reprise des établissements Tomé Génaud qui éprouvait quelques difficultés financières assez importantes à l'époque. Et on s'est retrouvé à la barre du tribunal de commerce face à un groupe américain, Catalina, qui l'emportait. Notre plan à l'époque prévoyait la baisse progressive du nombre d'intérims, parce qu'on estimait qu'il fallait faire dans cette société beaucoup de productivité. Vous prévoyez, vous, la suppression d'une centaine d'emplois, quelque chose comme ça? Nous étions engagés en 2004, de mémoire, à progressivement baisser l'effectif, mais à maintenir quand même en 2006 226 emplois. Il faudrait que je me réfère au plan. Ouais. Fin 2006, c'est 0. Du fait que cette proposition est rejetée, on envisage l'éventuelle reprise par un groupe qui s'appelle Catalina. Le tribunal de commerce, les délégués syndicaux se sont mis d'accord pour... apparemment, ont décidé que le groupe Catalina pouvait être un éventuel bon repreneur. Déjà par rapport au capital, soi-disant apporté. Et pas de licenciement. Déjà. Et embauche de 70 personnes intérimaires. C'est le sauveur, quoi. Ah oui. Quand on voit ça, oui. Comme ça, oui. Dit comme ça, oui. Ça s'est jamais vu. Tout était positif, en fait. Ça s'est jamais vu en France, un dépôt de bilan. Avec 70 embauches. Tout le personnel Tomé Génaud, les politiques, tout le gratin ont été invités par les dirigeants de Catalina à venir fêter cette reprise à la salle des fêtes de Nouzonville. Donc champagne à volonté, petit four, grand discours, manquait juste les pop-pom girls. Pendant quelques mois, on s'est mis à y croire. Mais on est vite tombé dans le noir. Alors c'est vite éteint. Vous savez, Tomé Génaud est devenu la pompe à fric, excusez-moi l'expression, mais c'était la pompe à fric. C'est-à-dire qu'il nous tirait de l'argent. On a commencé à avoir des consultants à la société,
Ça commençait par 2 consultants, puis 4 et puis 6, des gens qui venaient dans la société. Des Américains. Tout à fait, tout à fait. Il fallait bien les payer. Et bien les payer, oui. C'est-à-dire, à peu près. Des bonnes sommes, très bonnes sommes, qui n'arrangeaient pas la trésorerie. On va parler de 1000 euros par jour. Oui, sûrement 1000 euros par jour, oui. C'était peut-être le minimum. Plus les frais. Plus les frais, et c'est vrai que tout ça, dépenses, je pense, inutiles. Les interprètes pour tout à fait. Qu'ils puissent parler aux ouvriers. Tout à fait. Puis il y avait les salaires à régler, à noter en Amérique. Les salaires, vous voulez dire des dirigeants? Du PDG, de la responsable financière du groupe Catalina. Il fallait assurer tous les mois. Avec Willis, Catherine Ziegfeld. Tout à fait. Quand ils avaient besoin de l'argent, il fallait faire un virement de sommes assez conséquentes. Par exemple? Bon, ça allait jusqu'au million d'euros. Sortie sous les œufs pour les dirigeants locaux de Tomé Génaud, les nerfs des salariés craquent après l'annonce de la liquidation. Le lendemain de la liquidation, il s'est passé quelque chose d'incroyable et d'imprévisible à l'entreprise. Oui, l'usine a été pillée par ses propres salariés. Alors, beaucoup disent que c'est un exutoire, un défoulement. Oui, mais bon. Vous pouvez décrire ça? Habitant tout près de l'usine, moi, quand je me suis levée le matin et que j'ai regardé par la fenêtre, j'ai cru qu'il y avait une brocante à Neuzonville. Parce que je voyais tout le monde partir avec les bras chargés, remplir les coffres de voitures. Avec quoi, par exemple? Avec de tout. Tout ce qu'ils ont pu prendre, ils l'ont pris. Avec des choses qui vont sans doute leur servir à rien du tout. Mais ça fait rien, on a pris quand même. Donc les ordinateurs, il y en a qui sont venus avec femmes et enfants. Et tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils prenaient. Tout ce qui était portable était porté. C'était pas beau à voir, c'était même honteux, je trouve, de notre part. Les gens à l'extérieur, ils nous ont vus quand même. Après, on s'est battu pour le préserver, on faisait des gardes de nuit dans l'usine pour qu'il n'y ait pas destruction du matériel, justement. Au niveau des gens, c'était plus la réaction, on nous a volé, nous on va voler aussi. Moi, mais c'est devenir comme les autres. Hein. Moi, c'est ce que je pense, oui, voilà. Mais moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous espérez là, avec ces manifs? Nous, on réclame toujours nos 30 000 euros. Voilà. Et les emplois aussi, les emplois perdus. Important, les emplois perdus. 30 000 euros pour Tomé Génaud et au moins pouvoir retrouver le travail. Que le Conseil général bouge au son cul avec les 100 millions qu'ils vont avoir. C'est-à-dire? Ils vont avoir une enveloppe de 100 millions pour redynamiser, soi-disant, les Ardennes. Il y a 20 ans de ça, ils ont eu la même enveloppe, ils n'ont rien fait. Là, on est à je ne sais plus combien de chômeurs dans les Ardennes. C'est pour ça qu'on nous donne le CTP. Parce qu'on est la 7e région touchée. On ne sera pas la dernière. Hein. C'est quoi le CTP? C'est leur contrat de transition professionnelle. Pour cacher le chômage. Cacher le chômage, cacher la vérité. C'est-à-dire que vous allez toucher un salaire pendant un certain temps? On touche pas de salaire pendant un an. Ouais, ça fait 77% du salaire pendant un an. Alors après, on nous promet de retrouver du travail. Et où ils sont les patrons américains? Ils sont chez eux aussi. Ils sont en Amérique. Il n'y a plus de patrons? Non, ils se sauvent en Amérique. Ils sont barrés à quel flic? Et avant eux, pourquoi ça a périclité? Problème de trésorerie. C'est quand l'acier a augmenté, donc il n'y avait plus assez de trésorerie pour pouvoir acheter l'acier, donc il a fait un dépôt de bilan. La Lorraine a été spoliée de son acier. Il faut fabriquer de l'acier en Lorraine. La Lorraine, on l'a enlevé faire son acier. On a été acheter l'acier, maintenant à l'étranger, là le résultat. On n'avait qu'à garder nos aciéries. Ils sont trop forts.
Certains disent c'est inévitable tout ça avec la mondialisation, les Chinois, les salaires beaucoup moins élevés dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on y peut? Mais la mondialisation, d'accord, mais il faut penser aux conséquences. Il faut penser aussi à derrière. Investir ailleurs, tout ça, d'accord, mais les gens qui sont là, comment ils font maintenant? Comment ils font? Ça doit faire mal quand même. Bah, c'est pour ça que c'est là. Qu'est-ce que c'est que vous avez mis là? Ça, c'est des acides. C'est des acides hautement corrosifs, c'est ce qui nous servait à traiter les pièces ici. Donc ça, c'est des dilutions à 1 pour 1000, je crois, à peu près. Donc bah, là, vous avez de quoi, si vous diluez ça, vous avez de quoi faire l'équivalent de 1000 litres de produits actifs. D'accord. Donc maintenant, s'ils chargent, nous, on a de quoi se défendre. C'est pas un peu dangereux, non? C'est fait pour être dangereux. Mais après tout, c'est pas nous qui avons cherché, qui avons engagé les hostilités. Hein. Ouais. Ce matin, c'est pas nous qui attendions les autres. Hein. On nous a attendus, on commence à regrouper des forces autour de nous, on se défendra. Ici, c'est notre usine, on est chez nous. Hein. Alors, on a préparé les bacs avec les pièces. S'il faut canarder, bon, on canardera. Hein. On rendra les coups. Hein. On est des métallos, on n'est pas des dactylos. Hein. Oui, ça doit faire mal aussi. C'est fait pour. C'est fait pour. Depuis le début de l'action, on est les gentils Tomé-Génaud. Et les gentils Tomé-Génaud, on ne les respecte pas. On tombe sur des autistes, sur des sourds, sur des gens qui ne veulent pas nous écouter, qui ne veulent pas comprendre, qui nous disent qu'ils sont soit solidaires, soit qu'ils nous comprennent, mais qui ne passent pas à l'action. Maintenant, les gentils Tomé-Génaud, ils sont méchants, parce que pour se faire respecter, il semble qu'il faut être méchant. Donc maintenant, nous sommes les méchants Tomé-Génaud, malheureusement. On s'en passerait bien. Hein. Vous n'avez pas peur un peu que ça dégénère et que vous faire mal voir par la population? La population est solidaire, puisque des populations, elles souffrent. Dans les Ardennes, elles souffrent. Les gens qui nous soutiennent, ils souffrent. Comme nous, leurs enfants, presque tout le monde a des familles. Dans la famille, il y a quelqu'un qui est touché par une charrette, a été touché par une charrette, parce que les charrettes se sont succédées par ici. Ça a été des plans sociaux effroyables. Et presque tout le monde maintenant connaît quelqu'un qui est touché par la précarité. Nouzonville, c'est 33% de gens qui vivent dans la précarité. C'est 22% de chômeurs aussi au chiffre officiel, des chômeurs qui maintenant ne peuvent pas être solidaires à Nouzonville. Qu'est-ce que vous attendez des autorités? Et on attend nos revendications qui sont celles depuis le début, qu'on nous laisse un ballon d'oxygène et 30 000 €, c'est pas pour faire fortune, hein, c'est simplement pour qu'on ait restitué un bout de ce qu'on nous a pris, que certains aient la note de leur incompétence et de manque de clairvoyance qui ont été le leur. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne un ballon d'oxygène pour souffler, pour nous permettre de voir avoir un peu de temps pour se retourner pour l'avenir, pour nos gosses, parce qu'on a des échéances, tout ce qui tombe, on n'a plus de travail, quoi. Alors la première revendication, c'est celle-là, mais derrière, on voudra aussi que tous ces gens-là, ils se bougent aussi pour les reclassements, parce que ça va être dramatique, leur classement. Dramatique. Avec calme, Xavier, pas de soucis. Il faut quand même éviter tout parce que... Allez, Eric. C'est les forces de l'ordre qui doivent garder leur calme. Faites-vous connaître. Bah oui. J'ai la liste là. Quand même pas non plus. Les ouvriers disent que les patrons américains ont pillé l'usine. Oui, alors est-ce que c'est justifié? Oui, effectivement, on a tous les indices, je dirais, actuellement pour déterminer que les Américains sont venus en quelque sorte se servir sur les actifs de la société pour ensuite envoyer ces actifs outre-Atlantique. La difficulté, c'est qu'on n'a pas tellement de renseignements sur les montages financiers, les montages de sociétés qui ont été faits aux États-Unis. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours à laquelle nous sommes évidemment partie prenante.
et nous ferons tout pour démontrer effectivement ce pillage des Américains. On a une idée du chiffre ? Oui, sur le chiffrage, ça représente exactement, pour le moment, on ne sait pas, mais on est à plusieurs millions d'euros de pillage et d'actifs qui auraient dû bénéficier à la société Thomé Génaud. Par exemple, on a revendu de l'immobilier de Thomé Génaud qui était valorisé pour 1,5 million, 2 millions d'euros, et cet actif n'a jamais bénéficié à la société elle-même, et est reparti dans ce montage financier de société holding, filiale, assez obscure, donc, qui existe aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre eux maintenant, parce qu'ils ont disparu? Non, enfin, moi je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que les salariés engagés par mon intermédiaire une procédure devant les prud'hommes, donc pour pouvoir contester la légitimité de leur licenciement, faisant reconnaître que la cause économique, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas simplement due à la conjoncture, à la loi du marché, elle est due effectivement à une gestion malhonnête, à une légèreté blâmable des dirigeants, et que leur responsabilité est constituée. Mais là, ça va être encore une fois la solidarité nationale, quelque part, qui va payer la note. Mais il faut savoir aussi que les salariés, sur ce genre de procédure, sont particulièrement désarmés. À plusieurs reprises, on m'a demandé de porter plainte pour les salariés. Et je voudrais souligner quelque chose, c'est que en France, les salariés ne peuvent pas déposer plainte pour abus de biens sociaux. En résumé, je vais parler de manière pas trop juridique, mais quand le patron pique dans la caisse, les salariés n'ont pas de moyens juridiques pour déposer plainte, saisir la justice pénale. Il faut le savoir quand même. Seuls les actionnaires peuvent le faire et le procureur de la République. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est pas la majorité des patrons qui se comportent comme ça, mais enfin, tout de même, les mœurs patronales sont pas terribles en ce moment. Vous faites bien de le rappeler, tout ce qui est petite entreprise, PMI, PME, 10, 15, 20, 30, 50 salariés, il n'y a jamais ou rarement de difficultés. C'est vrai que lorsqu'il y a des grands groupes qui rachètent, comme ça a été le cas chez Thomé Génaud, mais vous citiez l'exemple de Thomé Cronbach ou d'autres entreprises, il faut bien le dire, il y a des cas où on vient piller, il faut le dire, l'outil de production, où on vient piller parfois un savoir-faire, où on vient prendre simplement un carnet de commandes, on reste sur le site quelques années pour faire illusion, on s'en va, on reprend le carnet de commandes et on abandonne le site. On profite des avantages accordés par les collectivités locales. Je ne sais pas si on peut parler d'avantages. Je pense qu'il est du devoir aussi des collectivités locales, que ce soit le conseil régional général ou même les mairies, parfois qui font des exonérations de taxes professionnelles, etc., de permettre à ceux qui emploient du monde de pouvoir, je dirais non pas s'en sortir, mais de pouvoir normalement réaliser des investissements et encourager en tout cas qu'une entreprise reste sur place, maintienne son site, emploie de la main-d'œuvre locale, etc. Je veux dire, on ne peut pas savoir au départ qu'on a affaire à des voyous, c'est clair. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de garanties qui soient données par des repreneurs comme ceux-là, surtout comme c'est des grands groupes qui viennent de l'étranger. Mais ça peut être vrai aussi pour une entreprise française qui reprendrait une autre entreprise. Alors, au bout d'un mois de lutte, nous avons obtenu 25 000 €, mais sous la contrainte de la signature du contrat de transition professionnelle. Le CTP. Le CTP. Parce que figurez-vous qu'une entreprise actuelle qui prend quelqu'un dans le CTP ne paye rien. C'est tout bénef pour lui. Il prend le personnel CTP. Donc ces personnes-là vont travailler et en plus, parce qu'il a pris quelqu'un du CTP, il retouche de l'argent. Et vous avez touché 10 000 € du Conseil général. Oui. Et vous en attendez encore 10 000 10 000 du Conseil régional. Du Conseil régional. Et ensuite, ceux qui trouvent du travail. Et ceux qui seront embauchés toucheront 5 000 de l'État. Donc une fois de plus, c'est les contribuables qui sont...
Eh ben oui. Appelé à la rescousse. Oui. Oui. Ouais. Ah oui. Il y a 2 ans, le tribunal de commerce n'avait pas voulu de vous, mais là, vous reprenez dans des conditions plutôt intéressantes, non? On reprend dans des conditions... alors, je corrige, ce n'est pas une reprise. On redémarre, nous avons créé une société. Ardennes Forge. Ardennes Forge. Et on reprend, oui, dans des conditions intéressantes, puisque, bon, c'est une aventure. On ne sait pas, c'est quand même assez osé. Donc, nous allons louer le parc machine, nous allons louer le terrain et bâtiment. Le conseil général nous aide, il a fait l'achat de l'ensemble du parc machine qu'il va nous louer, avec engagement bien sûr en contrepartie de maintenir un certain nombre d'emplois. Ouais. Si tout ça réussit, je rachète l'ensemble du parc machine, évidemment. Nous louons terrain et bâtiment et on tente l'aventure, industrielle et humaine. Pour l'instant, ça ne vous coûte pas grand-chose. Oui, on vous avance l'argent un peu. Le conseil général nous aide. Voilà, il a lui-même acheté les machines et je paye un loyer. Vous payerez un loyer au bout d'1 an, quoi. Voilà. Et en 3 ans. Un loyer avec option d'achat à la fin. Ouais. Parce que ce n'est pas la vocation du conseil général d'acheter un parc machine, mais il s'est engagé à faire tout pour recréer de l'emploi. Et c'est une façon des biens industriels à tenter son aventure. Notre stratégie est de maintenir dans les Ardennes ce que j'appellerais un siège et une petite unité de production. On fabriquera chaque fois que nous pouvons être compétitifs, concurrentiels, nous fabriquerons dans les Ardennes. Il n'y a aucune raison de délocaliser sans raison. Mais nous devons aussi, si l'on reste dans la partie automobile, accompagner nos clients là où ils sont, c'est-à-dire être nous aussi dans un pays à bas coût, type Chine ou Mexique. Si je comprends bien, l'essentiel des emplois, ce sera ailleurs, quoi. Ce sera au Mexique, en Asie, ce ne sera plus ici. C'est le sens de l'histoire. Pourquoi se battre? Autant accompagner cette vague. Elle va nous submerger sinon et surfer sur cette vague-là. Et si on pousse cette logique jusqu'à son terme, c'est un peu inquiétant pour l'avenir de l'industrie, de l'emploi, ici en France ou en Europe, non? Je pense qu'il ne faut pas forcément penser que délocaliser veut dire tuer tout l'emploi. Au contraire, on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres emplois? Qu'est-ce qu'il y aura comme emploi dans des pays comme les nôtres? Si ça continue. Je vais prendre l'exemple, je suis originaire du Nord, je vais prendre l'exemple de la région de Lille, où il y avait beaucoup de textiles et beaucoup de charbonnage. J'ai quitté la région il y a une trentaine d'années. La région était décimée, le textile était parti. Je suis dans un village où il n'y avait que des emplois textiles. Et quand j'y retourne maintenant, il y a beaucoup d'emplois de services, des créations de petites sociétés, des artisans, du tertiaire, et beaucoup de dynamisme. Il y a d'autres exemples en France, par exemple, de régions qui sont développées sans industrie? Sans faire de politique, il y a la Vendée. Le Puy du Fou? Par exemple. On peut multiplier les exemples. Et ici, le tourisme, les Ardennes vertes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il y a des atouts ici dans la région qui pourraient être mis en valeur. Les Belges s'y sont pas trompés. Les Belges, avec les mêmes rivières et les mêmes collines, ont une activité touristique bien plus développée que les Français avec le même paysage. Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème moral de profiter de ces pays où les gens sont quand même très très mal payés et je dirais maltraités?
J'étais en Chine il y a 10 ans pour faire des évaluations de coûts de produits dans une autre expérience, une autre société. Et mon interlocuteur ne comptait pas la main-d'œuvre. Pas du tout. Il comptait la matière, il comptait un certain nombre de choses, l'énergie, etc., mais pas la main-d'œuvre. Aujourd'hui, quand on fait des évaluations de coûts, un ouvrier qualifié, il faut tenir compte d'environ un salaire mensuel de 200 €. 150, 200 €. Divisé par 10, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en 10 ans, leur salaire à eux a augmenté. Quelque part, on peut se féliciter qu'eux aussi, ces personnes-là améliorent leurs conditions de vie. Où placer la moralité? C'est sûr que ça met en péril nos emplois et on le déplore. Mais ça permet aussi, de manière très lointaine, d'améliorer les conditions de vie de ces personnes-là. Vous fabriquerez, mettons en Asie par exemple, pour le marché asiatique, mais aussi pour le marché européen? Bien sûr. Donc il faudra transporter. Avec toute la difficulté logistique dont je vous parlais tout à l'heure, et de gestion de la qualité, bien sûr. Oui. Mais bon, c'est pas insurmontable. Et le transport, ça coûte cher, ça pollue? Ça coûte cher, ça coûte moins cher que de fabriquer ici, donc il y a un gain évident. La pollution reste un problème, effectivement. Effectivement. Et ça passe par perte des profits. Mais actuellement, c'est une question de survie. Ou vous vous adaptez à la situation et vous avez une chance de survivre, ou vous êtes condamné. C'est ce qui est arrivé à ATG, à Tomé Génaud, le sujet de votre émission. Faute d'avoir su s'adapter, de prendre les dispositions à temps, au moment où il était possible de le faire, cette société a été mise en liquidation. C'est ce qu'on ne veut pas reproduire. L'usine Jaillot, où vous étiez, oui, a repris un petit peu? Oui, ils ont repris. Ils sont à combien? 7? 9 là. Ils sont à 9. Alors qu'avant on était 13 ou 14. Et là maintenant ils sont à 9. Et vous espérez y retourner? Mais normalement, je devais y retourner pour le mois d'avril pour reformer un jeune. Normalement, c'est ce qu'on m'a promis, quoi. Mais là, comme j'ai pris le CTP, donc le contrat de transition professionnelle, donc on a 80% de notre salaire brut, donc ça ne gêne pas. Hein? Comment ça se passe pour le CTP? Ben, on est convoqué normalement toutes les semaines à la maison de l'emploi. Au début, on est passé devant un psychologue. Je n'avais pas trop compris pourquoi. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Ben, je le cherche encore. J'ai tombé sur un jeune, me demande s'il était psychologue. C'est peut-être quelqu'un qu'on a fourré là en lui mettant la casquette de psychologue. Alors j'ai essayé de faire un maximum, de le rendre fou, pour qu'il va consulter un psychiatre. Mais je n'y suis pas arrivé. Il avait le moral aussi. Non, ça s'est bien passé. Mais alors, ce qui se passe, c'est que ces jeunes-là sont là, à mon avis, pour nous reclasser, c'est vrai. Mais moi, me reclasser à mon âge, ça ne m'intéresse pas d'aller travailler à Besançon, comme ils me l'ont proposé, ou à Saint-Étienne, hein, ou sur les chantiers de l'Atlantique, refaire une formation de soudeur. Moi, à mon âge, ils ne se rendent pas compte, je ne sais pas, c'est-ils vu que je suis plaisant avec eux, alors ils croient qu'ils ont affaire à un jeune. Alors que moi, comme j'ai commencé à 14 ans, j'ai déjà 41 ans de cotisation. J'ai un attachement pour les Ardennes, j'ai tous mes biens qui sont là, hein, donc à mon âge, je ne vais pas quitter, j'ai sponsor. Vous avez quel âge? Je vais sur 56 ans.
Combien on gagne chez Jaillot, un forgeron comme vous? Un forgeron comme moi, avec l'ancienneté, je faisais 1200 à 1300 € par mois. Avec combien 40 ans, pratiquement 40 ans d'ancienneté. Donc j'avais 22% d'ancienneté chez Thomé Génaud. C'est-à-dire quand on a enlevé l'ancienneté et tout ça, ben on a le SMIC, quoi. Le SMIC. Alors vous avez vécu quelques jours ici un peu, hein? Plus que quelques jours. Hein. Que semaines? Au moins. Quel souvenir vous allez en garder? Une amitié. Une amitié entre nous. Parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas, très peu, qu'on ne voyait pas souvent. Et quand on a fait la manifestation, on était tous solidaires. Même les gens qui étaient dans les bureaux qu'on voyait une fois de temps en temps. Quand on voit des gens qu'on avait à peine, on se disait bonjour, que ça finissait par des embrassades, on voit que quand on est solidaire, on peut faire quelque chose. Sylvie, vous occupiez un peu de l'intendance? Oui, un peu beaucoup. Je ravitaillais les troupes. Et bon, ça s'est pas fait tout de suite non plus. Hein. Il y en a d'autres qui l'avaient fait avant et j'ai pris le relais tout simplement. Ouais. Donc, avec la participation des magasins, il ne faut pas l'oublier. Hein. On a eu beaucoup. Et puis les dons, on a eu des dons anonymes extraordinaires qui nous apportaient de l'argent pour qu'on puisse s'acheter à manger. Non, franchement, il y a eu une solidarité, un mouvement à ce niveau-là. On était en train de bloquer la préfecture et il y a un retraité qui habite tout près, qui est descendu de chez lui, qui a été au distributeur automatique, retiré 200 € et qui nous les a amenés. Comme ça. Il n'a pas voulu nous donner son nom, c'est pour vous, aller chercher à manger. C'était, je veux dire, émotivement, c'est fort, quoi. Nous avons un taux de chômage qui, depuis des années, même avant la fermeture, je dirais, de Thomé Génaud, était déjà supérieur à 20%. Sur une population active de, je ne sais pas si c'est encore 2500 actifs, sur une population de 6500 à 7000, on avait ce critère, 2500 actifs sur une population de 7000 habitants. Là, je pense qu'on ne les a plus. Par contre, les inscrits à l'NPE sont supérieurs à 500. Donc, moi, je dis qu'on est même plus près peut-être des 25% que les 20. Au niveau RMI, on fait des dossiers, nous, ici, au niveau du CCAS. On a à peu près de l'ordre de 180 dossiers de RMistes qui sont inscrits ici, mais il y en a aussi beaucoup qui s'inscrivent dans les autres instances. Ça veut dire qu'il y en a peut-être 200, 300, je ne sais pas exactement. Et ça augmente? Oui. Au niveau du CCAS, par exemple, on a une explosion au niveau des aides régulières auprès des familles. On donne des bons alimentaires régulièrement. Tous les 15 jours, il y a des séries de bons qui sont donnés pour des gens aller toucher de l'alimentation. Vous voyez, c'est en l'an 2007 quand même. Tiens, Coco. Coco. Il y a combien de personnes à nourrir? 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants. Votre mari et vos 3 enfants? Oui. Quel âge ils ont? 12, 9 ans et 5 ans. Votre mari ne travaille pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il travaillait chez Citroën, il fait part-timer et comment ils n'ont plus de travail, ils sont dit toutes les parts.
Et comme il n'avait pas fait d'heures, et ben on ne touche pas le chômage. Les acédiques. Alors vous touchez quoi? Les allocations. Les RMI? Les RMI, on ne le touche plus non plus. Ça fait combien par mois? Moi, je touche en ce moment 434 € par mois. Pour faire vivre 5 personnes? Ouais. Comment vous faites? On se débrouille. Heureusement qu'il y a les restes du cœur pour nous dépanner. Et les restos du cœur, c'est une fois par semaine? Oui. Le reste du temps? On se débrouille. On demande à droite, à gauche, à la maman, à papa, à la grand-mère, au grand-père. On se débrouille, quoi, on demande. Pour avoir à la mairie pour qu'ils nous fassent des bons. Quand on a le droit. C'est un moment sympa quand on vient ici? Oh oui, c'est un moment sympa, détente. Ça change les idées, on pense à autre chose. Moi je sais que la boxe elle m'a sauvé la vie. Donc, comment ça? Ben moi voilà, j'étais un garçon des quartiers. Mon père arrive en 1944, moi je suis né en 1965. Et donc derrière moi il y avait encore 8 enfants. Et on a quitté l'école très tôt parce que les professeurs de temps en temps, nos parents étaient analphabètes et illettrés, donc on faisait nos devoirs. On était un peu livrés à nous-mêmes parce que nos parents, il fallait qu'ils s'occupent des 6 enfants. T'étais ouvrier, le père? Ouais, ouvrier dans les fonderies comme tout le monde. Et donc à l'école, c'était toujours des échecs parce que on n'avait pas appliqué correctement nos devoirs, etc. Donc pour nous remercier, les professeurs nous mettaient en punition derrière le tableau. Et c'est ici même que je me suis retrouvé plusieurs fois derrière mon tableau. Et quand ici, c'était l'école? Voilà, ici, exactement. Et quand le professeur il mettait un coup de sifflet, je rentrais toujours dernier à cette porte, tellement j'appréhendais l'école. Et aujourd'hui, j'en suis le professeur. C'est quand même une belle histoire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes, qui sont un peu paumés dans le coin. Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup de cas sociaux. Ah oui. Moi, je le vois d'année en année. C'est vrai que ça fait peur. Et ça fait peur. Mais bon, beaucoup de chômage. Ce qui leur manque, c'est de l'encadrement, et puis savoir les occuper, savoir les reconnaître. Ça, c'est important. Il ne faut pas les exclure. Aujourd'hui, on est dans des systèmes, si vous n'avez pas un bac plus 5, on vous exclut. Maintien la distance, voilà, excellent. Et lui percute du bras arrière, pourquoi tu ne balances pas quand il vient avec sa tête en avant? Tu vois? C'est ça qu'il faut faire, voilà. Et tu vois, et c'est stop. Tu vois, c'est dommage, il faut que je te parle pour que tu le fasses. Donc c'est pas que t'es pas si con que ça. Tu vois? D'accord? Tu vois? Je parle 30 secondes, tu te bats. Je t'explique un thème, tu sais le faire. Et t'as vu là, c'était impeccable. C'est ce qu'il faut faire. Hein? C'est comme ça qu'il faut travailler. Si tu ne saurais pas le faire, d'accord, mais là tu sais le faire. Tiens. Tu peux te régler la cible à sa hauteur. Vas-y.